Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des mitrailleuses les plus emblématiques et les plus redoutées de la Seconde Guerre mondiale, la MG-42, connue sous le nom de « scie sauteuse d'Hitler ». Une arme dont la réputation terrifiante a été forgée par sa cadence de tir impressionnante et l'effet dévastateur qu'elle avait sur le champ de bataille. Le travail des soldats chargés de faire fonctionner le MG-42 fut l'un des plus terrifiants de toute la guerre. Bien que cette arme fournisse une puissance offensive dévastatrice, elle fait également de ses opérateurs des cibles de choix pour les tireurs d'élite, les chars et l'artillerie ennemis. La durée de vie d'un mitrailleur était extrêmement courte, car sa position était rapidement identifiée par le son distinctif de la mitrailleuse, l'obligeant à changer constamment d'emplacement sous le feu intense de l'ennemi. En plus du danger physique constant, le fardeau psychologique était immense. De nombreux artilleurs de MG-42, après avoir vécu des batailles intenses comme le jour J ou les vagues humaines soviétiques sur le front de l'Est, ont souffert de profondes crises émotionnelles, tourmentés par le nombre de victimes qu'ils avaient causées en quelques secondes seulement. Certains soldats sont même allés jusqu'à perdre la raison, incapables de supporter l'ampleur de la dévastation humaine dont ils avaient été témoins et qu'ils avaient provoquée derrière le canon de leur mitrailleuse. L'impressionnant MG-42, l'arme ultime de l'infanterie allemande. La Maschinengewehr 42, mieux connue sous le nom de MG-42, était le développement final de l'Allemagne de son concept de mitrailleuse universelle, de longue date, qui a commencé avec son prédécesseur direct, la MG-34. Cela a également marqué le début d'un cauchemar pour les soldats alliés et a représenté un défi important pour les priorités de conception des mitrailleuses américaines. Pour les troupes de combat américaines, le MG-42 a été un problème mortel, depuis leur première rencontre avec l'arme en Tunisie jusqu'au dernier jour de la guerre en Europe. Alors que son prédécesseur, le MG-34, avait un cycle de tir rapide d'environ 900 coups par minute, le MG-42 tirait encore plus vite, avec une moyenne d'environ 1200 coups par minute. La vitesse choquante des rafales créait un effet sonore particulièrement intimidant, car les soldats savaient qu'ils étaient confrontés à plus de tirs qu'ils ne pouvaient en compter. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a changé le paradigme de la guerre avec sa Blitzkrieg, des batailles ultra-rapides impliquant de courtes campagnes d'avancée très rapides, utilisant des bataillons de chars mécanisés comme fer de lance. C'était très différent de la manière dont la Première Guerre mondiale s'était déroulée, qui, comme nous l'avons mentionné, se concentrait sur des espaces segmentés par des tranchées, ce qui permettait la création de positions de combat rigides où des nids de mitrailleuses étaient positionnés pour balayer le No Man's Land. Alors que l'Allemagne perfectionnait ses tactiques de Blitzkrieg, elle avait besoin d'une mitrailleuse plus légère pour suivre les avancées rapides. Contrairement au lourd MG-34 qui, bien que plus léger que ses prédécesseurs, nécessitait encore des efforts considérables pour être déplacé et installé. Dans le même temps, la MG-34 était coûteuse et difficile à produire, nécessitant 150 heures de travail pour fabriquer une seule mitrailleuse. Le Führer a donc confié aux ingénieurs du Reich le défi de produire une mitrailleuse performante, fiable et puissante, avec une cadence de tir terrifiante de 20 à 25 coups par seconde, tout en étant aussi bon marché et facile à produire que possible. Les plans expansionnistes d'Hitler nécessitaient une infrastructure bien huilée pour fournir à ses troupes des armes et des munitions efficaces, mais surtout abordables. À la surprise générale, ils ont créé ce qui allait devenir l'une des meilleures mitrailleuses jamais fabriquées, qui est toujours en service aujourd'hui. Avec seulement quelques ajustements mineurs à la conception du MG-34, grâce à l'utilisation de pièces métalliques assemblées et à la réduction du temps de production à seulement 75 heures hommes. Cette mitrailleuse brutale et peu coûteuse fut désignée MG-42, bien que son nom de prototype fût MG-39. Elle était nettement plus fiable que la MG-34, avec un système de changement rapide de canon et pouvait tirer 1200 coups par minute, soit plus du double de toutes les mitrailleuses alliées. Son inconvénient le plus important était la tendance du verrou à rebondir, ce qui conduisait parfois à des pannes catastrophiques telles que des explosions ou le blocage des douilles. Malgré ces erreurs, en seulement 3 ans, 423 000 MG-42 furent produites, qui devinrent rapidement le principal outil de destruction de l'Allemagne nazie.
Même les soldats américains, qui donnaient des surnoms moqueurs à leurs propres armes et à celles de l'ennemi, ont donné à cette arme un nom plus sinistre. Ils l'appelaient la tronçonneuse d'Hitler. Les Allemands l'appelaient initialement Siaos, mais les soldats américains ont légèrement modifié la traduction. Afin de réduire l'impact psychologique que les rumeurs sur cette machine à tuer sanguinaire avaient sur les soldats, le haut commandement allié leur a montré des films de propagande qui dégradaient et humiliaient les capacités du MG42. Ces films comparaient la mitrailleuse nazie aux armes américaines et la présentaient comme inférieure, affirmant que, malgré son bruit terrifiant, c'était un chien qui aboie mais ne mord pas. La mitrailleuse elle-même pesait 11,57 kg avec bipied, beaucoup plus légère que la MG34 et facile à transporter. Le bipied standardisé et pliable pouvait être monté soit vers l'avant, près de la bouche du canon, pour minimiser la propagation du tir, soit au centre de l'arme, près du point d'équilibre, offrant une plus grande flexibilité dans la manière et l'endroit où il était utilisé. La crosse a été conçue pour permettre une prise en main de la main gauche et pour se stabiliser en la maintenant fermement contre l'épaule. Le MG42 a intégré les leçons apprises au cours des premières années de la guerre en le front de l'Est. Le levier d'armement et le verrou du couvercle supérieur des pièces mobiles ont été conçus de manière à ce que le tireur puisse les actionner avec des gants arctiques ou avec un bâton ou une tige. Cela était essentiel dans les conditions hivernales où le contact de la peau nue avec le métal froid pouvait provoquer de graves blessures, comme des engelures instantanées. La MG42 s'est également bien comportée sous d'autres climats. La poussière et la saleté de l'Afrique du Nord et de l'Italie étaient moins susceptibles de bloquer la MG42 que la MG34. Le MG42 ne pouvait tirer qu'en mode entièrement automatique, était destiné à balayer le front du combat, et les tirs simples étaient difficiles, même pour les opérateurs expérimentés en raison de sa cadence de tir cyclique élevée, et la capacité de tirer une courte rafale de pas plus de 3 coups était généralement acceptée comme une norme de formation. L'arme était équipée d'un amplificateur de recul à la bouche qui ajoutait une force arrière supplémentaire à celle causée par le recul, améliorant ainsi la fiabilité fonctionnelle et la cadence de tir. En plus d'amplifier le recul et de gérer et de synchroniser la force vers l'arrière exercée par la pression générée par le gaz propulseur, l'ensemble amplificateur de recul se terminait par un carénage de bouche et servait également de guide pour le canon et le suppresseur de flash. Escadron de la mort. C'est ainsi que le MG42 opérait sur le champ de bataille. Le MG42 était le composant le plus important des escadrons d'infanterie allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et leur principale source de puissance de feu. L'escouade était composée de 10 hommes, d'un chef d'escouade, d'un commandant en second, d'une équipe de mitrailleuses de 3 hommes, de l'assistant du tireur, d'un porteur de munitions et de 5 fusiliers. Le MG42 était l'épine dorsale et la principale puissance de feu de l'escadron et tout l'équipement était organisé autour de son fonctionnement, de sa protection et de son efficacité. Le mitrailleur désigné comme tireur tirait l'arme et était également responsable de l'entretien. Il était généralement positionné au centre de la formation et portait la mitrailleuse ainsi qu'un pistolet et un tambour de munitions d'une capacité de 50 cartouches. L'assistant du tireur était toujours assis à gauche ou derrière le tireur, portant 4 tambours de munitions supplémentaires de 50 cartouches chacun et une boîte de munitions contenant 300 cartouches pour recharger les tambours. Il était également armé d'un pistolet. Leur rôle était de fournir des munitions, d'aider à éliminer les bourrages, de recharger, de changer les canons et de soutenir le tireur pendant le combat. Dans le cas où le mitrailleur était tué ou mis hors d'état de nuire, l'assistant devenait le tireur désigné. Le transporteur de munitions était situé derrière les 2 soldats mentionnés ci-dessus, transportait 2 caisses de munitions supplémentaires de 300 cartouches chacune et portait un Mauser carabiner 98K, tout comme les fusiliers, qui étaient également armés de 1 quart 98 avec une baïonnette et 45 cartouches, bien qu'ils transportaient normalement des cartouches supplémentaires pour le combat. Les fusiliers étaient particulièrement importants dans les opérations offensives, où ils chargeaient les positions ennemies sous le couvert des tirs de mitrailleuses. Le chef d'escouade était équipé d'un pistolet mitrailleur MP40 et portait 6 chargeurs de 32 cartouches.
L'escouade transportait généralement au moins 1800 cartouches de puissantes munitions de 7,82 par 57 mm dans des ceintures, qui étaient les mêmes cartouches utilisées par les fusils, ainsi que des grenades à main et un trépied qui pouvait être transporté comme un sac à dos. Le chef d'escouade commandait l'unité en dirigeant le tireur vers les cibles et en coordonnant l'offensive ou la défensive avec les fusiliers. Si nécessaire, le commandant en second assumait la direction de l'escouade si le chef était tué ou frappé d'incapacité et, dans ce cas, était responsable du maintien de la communication avec le commandement du peloton et les autres escouades. La MG42 pouvait être utilisée à la fois comme mitrailleuse légère et lourde, montée sur un trépied ou un bipied, ou même tirée depuis le dos ou l'épaule d'un autre soldat en cas d'urgence, comme lors d'un retrait de tir de couverture. En règle générale, une escouade de mitrailleuses légères utilisait le schéma standard de 10 hommes. Dans les escadrons moyens et lourds, 2, voire 4 escadrons pouvaient être combinés, chacun armé d'un MG42, d'un cheval et d'un chariot pour transporter les munitions. En raison de son immense recul, des soldats forts étaient nécessaires pour utiliser et contrôler l'arme. Pire encore, tirer avec cette arme en mouvement était une tâche particulièrement difficile. C'est pour cette raison que la Wehrmacht s'est consacrée à la formation des mitrailleurs avec des exercices de force, mais aussi avec des tirs de suppression. On leur avait ordonné d'utiliser des rafales courtes et contrôlées de seulement 5 à 7 coups, ce qui exigeait une discipline de tir précise, mais leur permettait en même temps de respirer et de se déplacer sur le champ de bataille sans être paralysés par l'énorme recul de la mitrailleuse. Lors d'engagements intenses, un nouveau canon ne permettait qu'environ 20 secondes de tir, et après environ 250 coups, le canon rougeoyant devait être remplacé. L'assistant du canonnier libérait un loquet sur le côté du canon, retirait le canon chaud et en insérait un nouveau. Un équipage bien entraîné pourrait réaliser ce processus en moins de 10 secondes, préservant ainsi la durée de vie du MG42 en faisant tourner constamment les canons pour éviter d'endommager l'arme. Les soldats alliés étaient au courant des pratiques allemandes et étaient entraînés à utiliser la courte fenêtre pendant les changements d'armes pour avancer contre les mitrailleuses. Le bipied léger, déjà utilisé par le MG34, rendait l'arme légère et facile à déployer en position couchée, la rendant idéale pour les manœuvres offensives. Le trépied plus lourd était principalement utilisé pour les positions fixes et la défense, offrant un tir stable et précis. Il pourrait également être utilisé pour le tir indirect avec une optique précise, transformant ainsi efficacement la mitrailleuse en une pièce d'artillerie légère. Ce trépied était doté d'un mécanisme intégré qui déplaçait automatiquement le pistolet dans un mouvement panoramique. Balayage prédéfini qui permettait de couvrir avec précision une large zone devant le tireur. En plus de son utilisation dans l'infanterie, le MG42 était monté sur des véhicules tels que des chars semi-chenillés et même des motos avec sidecar. Il était également très efficace comme arme anti-aérienne contre les avions volant à basse altitude et abattait de nombreux parachutistes sautant pendant la journée. Cependant, servir au sein d'un escadron MG42 était une arme à double tranchant. Bien que la mitrailleuse fût l'une des armes les plus meurtrières sur le champ de bataille, sa réputation et son efficacité en faisaient également une cible de choix pour les ennemis. Les équipes étaient les premières cibles à être attaquées par les chars d'artillerie et les tireurs d'élite, et on ne savait pas ce qui se passerait si vous vous rendiez après avoir fauché des vagues de camarades de soldats ennemis. De plus, nous avons déjà mentionné son son distinctif lors du tir, qui instillait la peur chez les ennemis, mais révélait également la position des escouades après avoir tiré quelques rafales. De ce fait, les équipages changeaient périodiquement de position au cours des batailles. Cependant, cela n'était pas toujours possible, en particulier dans les positions défensives où ils devaient tenir bon, ce qui entraînait des taux de perte plus élevés parmi les artilleurs et les assistants. Les escouades qui ont assisté à des combats intenses étaient souvent hantées par le nombre impressionnant de vies perdues en quelques secondes, et il y avait des rapports de soldats s'effondrant mentalement après les batailles. Le front de l'Est est un autre exemple où le MG42 a été utilisé avec un effet dévastateur contre les vagues humaines de l'armée rouge. Alors même que les mitrailleuses allemandes empilaient les corps devant eux, les soldats de Staline formaient une marée inarrêtable. La MG42 a également joué un rôle obscur dans les opérations au-delà du champ de bataille. Dans les pays occupés,
Elle était utilisée pour contrôler de larges masses et écraser la résistance. Il était fréquemment déployé dans des opérations de représailles contre les mouvements de résistance et était souvent utilisé contre la population locale. Un cas de ce genre s'est produit en Yougoslavie, où environ 25 500 civils ont reçu l'ordre d'être fusillés en représailles d'une attaque partisane contre une patrouille allemande. Dans ce cas, un soldat allemand a refusé un ordre direct de tirer et a été exécuté par son commandant. D'autre part, les MG42 capturés étaient très prisés par les Alliés, en particulier par les groupes de partisans et les combattants de la résistance. L'arme était idéale pour la guérilla et les tactiques de frappe et de fuite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tenté de procéder à une rétro-ingénierie des MG42 capturés, créant ainsi le prototype T-24. Bien qu'il ressemble au MG42, les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre une cadence de tir supérieure à 600 coups par minute, parce que le prototype souffrait de dysfonctionnements fréquents et en raison de la surchauffe, le projet a finalement été abandonné. Une histoire intéressante sur la façon dont une MG42 est arrivée aux États-Unis implique le soldat de première classe Leonard Liniecki. Alors qu'il conduisait son camion dans une zone récupérée et sécurisée en Belgique, il a aperçu un étrange engin abandonné sur le bord de la route. Bien qu'il n'était pas censé le faire, il s'est arrêté et a récupéré ce qui s'est avéré être une MG42 abandonnée. Comme il ne savait pas comment l'utiliser, il a soudoyé un prisonnier allemand anglophone avec 2 paquets de cigarettes pour lui montrer comment le démonter. Liniecki l'a ensuite envoyé chez lui en plusieurs parties et le MG42 est resté dans sa famille jusqu'en 2016, date à laquelle son fils l'a donné à un musée. La conception du MG42 était si efficace qu'elle a influencé de nombreuses mitrailleuses modernes et techniquement, l'arme est toujours en service aujourd'hui avec seulement des améliorations mineures sous le nom de MG3. Bien que les Allemands aient perdu la Seconde Guerre mondiale, le souvenir du son du MG42 a perduré dans les cauchemars des soldats alliés pendant des décennies. Le fait est que dans de nombreuses situations, d'importants contingents de soldats ont été contraints de charger directement dans des bunkers contenant des nids de MG42. Lors de batailles comme le jour J, lors du débarquement américain sur les plages de Normandie, il est devenu évident que seuls quelques MG42 pouvaient faire. Et si une histoire incarne l'infamie brutale de cette puissante mitrailleuse nazie, c'est celle de Heinrich Severloh, un soldat allemand stationné sur Omaha Beach pendant l'invasion qui a tiré environ 13 000 coups de sa mitrailleuse et a été responsable de centaines de morts alliés. La bête d'Omaha, l'histoire macabre d'Heinrich Severloh, l'homme qui a assassiné plus de 1000 alliés. Les troupes américaines ont tenté d'avancer vers les côtes d'Omaha Beach, mais ont été abattues par une pluie de balles qui les a déchirées en quelques secondes. C'est la puissance d'une mitrailleuse MG42 qui a rempli de plomb des dizaines de jeunes qui ont participé au débarquement en Normandie. De l'autre côté des dunes se trouvait Heinrich Severloh, plus connu sous le nom de la bête d'Omaha, l'Allemand le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale, responsable de la mort de plus de 1000 soldats alliés. Heinrich Severloh est né le 23 juin 1923 dans la ville allemande de Metzingen et a eu une enfance assez normale pour l'époque. Il rejoint les forces armées allemandes le 23 juillet 1941 à l'âge de 18 ans. Il est alors affecté à la 18e division de remplacement d'artillerie légère située à Hanovre. Cependant, son séjour là-bas ne dura pas longtemps. En août de la même année, le jeune homme est transféré en France pour rejoindre la 3e batterie du 3e régiment d'artillerie. C'est là qu'il a gagné le surnom de « la hyène » pour son audace et sa brutalité. Mais cette étape n'a pas été facile pour Severloh. Son attitude provocatrice et ses fréquents commentaires désagréables envers ses supérieurs, il a été soumis à des châtiments corporels, notamment des coups et des travaux forcés. L'effort qu'il a dû fournir était tel qu'il est resté à l'hôpital pendant 6 mois. Après cet épisode, il a été renvoyé chez lui pour aider sa famille à la récolte. Il semblait que la carrière militaire du jeune Allemand était terminée. Mais la vérité est que le chapitre le plus sanglant restait encore à écrire. En octobre 1943, Severloh fut envoyé à Brunswick pour suivre une formation de sous-officier, mais après quelques mois, il reçut l'ordre de retourner dans son ancienne unité. À cette occasion,
La mission principale du groupe était de défendre le nord de la France contre une avancée alliée imminente. C'est ainsi que Severlo arriva en Normandie et fut stationné à Omaha Beach, où son nom allait devenir une sombre légende. À la mi-1944, le front allié prépare le coup de maître qui va être exécuté sur les côtes du nord de la France. Il s'agissait de la célèbre opération Overlord, une attaque amphibie ambitieuse qui impliquait plus de 2 millions de soldats, en prenant en compte les deux camps. L'intention des Alliés était de pénétrer à partir de cette région afin de planter leur drapeau sur le continent européen. De cette façon, ils pourraient avancer vers la capitale française et affaiblir la force allemande établie dans cette zone. C'était un moyen efficace d'étrangler le Troisième Reich. L'opération de Normandie fut l'épine dorsale de la bataille pour vaincre l'Axe, mais il leur fallait d'abord toucher terre et ce ne serait pas une tâche facile. Le 6 juin 1944 débute l'un des débarquements armés les plus colossaux et les plus sanglants de l'histoire contemporaine. Des milliers d'hommes alliés sont arrivés à bord des emblématiques bateaux Higgins, symbole de l'opération Overlord. Les soldats furent accueillis par une eau glacée qui devint peu à peu rouge du sang de leurs camarades qui venèrent de mourir. Les premières secondes en Normandie, et particulièrement sur Omaha Beach, furent un enfer sur terre. De l'autre côté des dunes, à quelques mètres, se trouvaient les forces allemandes, repoussant l'avancée avec le meilleur de leur arsenal. Cela comprenait des mitrailleuses MG-42, des pièces d'artillerie et des canons rotatifs qui arrosaient le sable de cartouches de gros calibre. Omaha Beach a été établi comme une zone de la plus haute importance stratégique sur le front occidental de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi le Troisième Reich a établi 8 bunkers défensifs, chacun avec une artillerie de 75 mm et un important approvisionnement en cartouches. Au total, cette ligne défensive comptait 18 armes anti-chars, plusieurs dizaines de mortiers lance-roquettes, 85 nids de mitrailleuses et 6 tourelles. Pour soutenir les soldats de la Wehrmacht, 5 compagnies des forces armées allemandes furent déployées dans cette zone, concentrées dans 15 positions stratégiques et fortifiées, appelées nids de résistance. Heinrich Severlo était stationné dans l'une de ces fortifications, et sa mission était d'anéantir tout escadron allié avançant dans ce quadrant d'Omaha Beach. Pour ce faire, ils ont utilisé une combinaison de fusils, de mitrailleuses, de mortiers et de petites pièces d'artillerie qui ont transformé les sables français en un sol brûlé et retourné. Severlo était positionné à environ 450 mètres de la zone de débarquement des bateaux de Higgins et a été témoin de l'arrivée de la mer de Pointe-Noire s'approchant de la côte. Le jeune artilleur serrait sa MG-42 de toutes ses forces, car en plus de repousser l'attaque, il devait protéger son officier supérieur et lui permettre d'accomplir sa tâche cruciale de coordination des tirs sur l'ennemi. Depuis cette position, l'Omaha Beach avait pour mission d'anéantir des centaines de soldats qui tentaient de trouver refuge sur les rochers, dans des bateaux échoués, ou même derrière les cadavres de leurs camarades. À l'aube du 6 juin 1944, les premiers bateaux alliés débarquent sur la plage de Normandie, et tandis que leurs portes avant s'abaissent, des milliers et des milliers de soldats se lancent dans une course effrénée pour atteindre les bunkers. Severlo a commencé à tirer avec sa mitrailleuse MG-42 aux premières heures de l'aube et ne s'est arrêté qu'à 14 heures. C'était une journée complètement schizophrène et les yeux du jeune Allemand roulaient en un large arc devant sa fortification, tandis qu'il regardait une horde d'hommes courir et tomber sous le cliquetis des tronçonneuses d'Hitler. À un moment donné, comme Severlo lui-même l'a rappelé plus tard, il a arrêté de tirer et a regardé la plage, jonchée de cadavres et tachée de sang, et s'est rendu compte qu'il avait assassiné une centaine d'hommes sans prendre un instant pour respirer. Il vit un jeune Américain, entrevit son visage dans la clarté du jour et réalisa que ses mains étaient tachées de sang pour le reste de l'éternité. Cependant, il a continué à tirer. La bête d'Omaha suivit les ordres de ses supérieurs et, pendant 9 heures consécutives, il déchargea plus de 13 000 balles sur les ennemis du Führer, avec pour mission de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne s'approche de sa position. Au même moment, son lieutenant lui criait qu'il était la seule barrière entre la vie et la mort. Si les Alliés atteignaient les fortifications, les conséquences seraient terribles, et il y aurait bien d'autres destins pires que d'être abattus. Son seul espoir était d'appuyer sur la gâchette, éliminant ainsi
toutes les silhouettes qui apparaissaient à l'horizon. À 14 heures, les corps jonchaient Omaha Beach et étaient innombrables. Severlow savait qu'il avait décimé les forces d'invasion, mais la réalité ne s'imposa que lorsqu'il regarda les lignes défensives. Bien qu'il ait freiné l'avancée des Alliés, la plupart des bunkers et des fortifications le long des côtes du Reich étaient tombés. Autour du périmètre de son cadran, il y avait des chars fumants, des bunkers vides, et il pouvait déjà entendre les cris et les coups de feu des escarmouches entre l'arrière-garde nazie et les Américains. Mais ensuite, il se souvint du combat et regarda vers l'avant. Les Américains arrivaient encore de la plage. Au milieu de l'après-midi, les munitions de la mitrailleuse étaient épuisées et Severlow tira encore 400 coups de fusils à verrou, jusqu'à 15h30. Les Alliés, cependant, étaient comme un grand mur kamikaze. Ils continuaient d'avancer comme si voir leurs camarades mourir ne les effrayait pas. Les survivants de l'unité de Severlow commencèrent à se retirer, se réfugiant dans le village de Colville-sur-Mer, où ils se rendirent le lendemain. Severlow fut d'abord envoyé comme prisonnier de guerre à Boston, aux États-Unis. En décembre 1946, il est transféré dans le Bedfordshire, en Angleterre, pour effectuer des travaux forcés sur la construction de routes. Severlow est renvoyé en Allemagne en mars 1947, après que son père ait écrit aux autorités militaires britanniques pour leur dire qu'il était nécessaire pour travailler à la ferme. Severlow a donné plusieurs interviews pour raconter son histoire et a demandé pardon à plusieurs reprises, bien qu'il n'ait pas été jugé comme nazi, puisqu'il appartenait à la Wehrmacht, l'armée allemande, et qu'il a agi selon sa doctrine, sans commettre de crimes de guerre conformément aux traités internationaux. Il n'a jamais nié ses actes et a accepté d'être appelé « la bête d'Omaha ». Dans une interview de 2004, lorsqu'on lui a demandé combien d'Alliés il avait tué le 6 juin 1944, il a répondu « Certainement il y avait au moins 1000 hommes, probablement plus de 2000, mais je ne sais pas combien d'hommes j'ai abattus, c'était horrible. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. » 2 ans plus tard, Severlow décède à l'âge de 82 ans, après avoir mené une vie tranquille, loin des armes et de tout lien avec le Troisième Reich. Bullet Orgy, la Maschinengewehr 08, la grand-mère de la MG42. La Maschinengewehr 08, également connue sous le nom de MG08, était la mitrailleuse lourde standard de l'armée impériale allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il s'agissait à l'origine d'une adaptation de la conception de la mitrailleuse Maxim de Hiram Maxim de 1884 et a été produite en plusieurs variantes pendant la guerre. La MG8 a également servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans les divisions d'infanterie de l'armée allemande, bien qu'à la fin de la guerre, elle ait été reléguée principalement aux unités de second ordre et remplacée par la bestiale MG42, dont nous parlerons en détail plus tard. La commission allemande des fusils a commencé à tester le canon Maxim à Zorndorf en 1889. Et en 1892, la société de Ludwig Lewe a signé un contrat de 7 ans avec Hiram Maxim pour la production du canon à Berlin. La marine impériale allemande a commandé des canons Maxim à Lewe en 1894, ce qui a accéléré leur développement. La marine a déployé ces canons à répétition sur les ponts des navires et pour les utiliser dans la guerre amphibie. En 1896, Lewe fonde une nouvelle filiale, la Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik, ou DWM, pour prendre en charge la production industrialisée de canons. À cette époque, l'armée impériale allemande envisagea pour la première fois d'utiliser la mitrailleuse Maxim comme arme d'artillerie, et les troupes d'infanterie légère allemandes de Jäger commencèrent à tester l'arme en 1998 avec des résultats favorables. En 1899, des détachements indépendants de 6 mitrailleuses furent organisés pour marcher avec la cavalerie, et une partie de leur tâche consistait à couvrir les canons d'artillerie montés sur des chariots tirés par des chevaux avec des rafales de balles. L'armée a acquis des versions modifiées des mitrailleuses MG99 et MG1 Maxim auprès de DWM en quantité limitée. La MG99 a introduit le support de traîneau qui resterait standard sur la MG8 et la MG1 a ajouté des roues à rayons légères, permettant à l'arme d'être poussée et tirée, la rendant plus transportable. En 1903,
L'armée allemande comptait 11 détachements de mitrailleuses servant dans les divisions de cavalerie. Les critiques du MG1 ont mis en évidence sa mobilité limitée et son incapacité à suivre le rythme de la cavalerie. Aussi mortelle que soit l'arme, elle était difficile à transporter. Pour résoudre ce problème, DWM et Spandau Arsenal ont développé davantage la conception, réduisant le poids de 7,7 kg, ajoutant un bouclier de canon amovible, une option pour un viseur optique et supprimant les roues. Le résultat fut l'impressionnante MG08, qui entra en production à Spandau en 1908. L'armée allemande a observé l'efficacité de la mitrailleuse Maxim lors de la guerre russo-japonaise de 1904, dont beaucoup ont été exportés d'Allemagne. Les performances incroyables des MG08 sont devenues évidentes et l'armée impériale allemande a demandé des fonds supplémentaires au Reichstag pour augmenter l'approvisionnement en mitrailleuses. En 1912, chaque régiment disposait de 6 mitrailleuses. À la mi-1914, peu après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'armée disposait de 4411 MG8 ainsi que de 398 MG1, 18 MG99 et 2 MG09. Au cours de cette période, l'Allemagne a développé une balle aérodynamiquement raffinée, conçue pour être utilisée dans les mitrailleuses. Ce projectile, connu sous le nom de balle lourde Spitzer ou SS Patron, avec une enveloppe métallique de 12,8 mm, avait une portée extrême d'environ 4700 mètres. Dès son introduction en 1914, le SS Patron fut principalement utilisé pour le combat aérien et, à partir de 1918, dans les dernières étapes de la Première Guerre mondiale, pour les mitrailleuses d'infanterie. Une autre amélioration de la Première Guerre mondiale, introduite en 1915, était un amplificateur de bouche, une invention Vickers protégée par un brevet. Grâce à cela, le MG8 a rattrapé ses homologues britanniques et russes avec leurs amplificateurs de recul dans sa cadence de tir qui a atteint 600 coups par minute. La MG08 a également eu sa version adaptée pour l'aviation. Le LMG, acronyme de Luftmaschinengewehr 08-15, était une version allégée et refroidie du MG08 par voie aérienne, développé par l'arsenal de Spandau comme mitrailleuse fixe pour avion et entré en production en 1916. Le LMG 08-15 était généralement installé par paire comme mitrailleuse fixe synchronisée sur le capot de l'avion et permettait aux pilotes de tirer à travers l'hélice. Les crosses, les poignées pistolets et les bipieds utilisés sur les MG08-15 d'infanterie avaient été abandonnés. Ils étaient également dotés d'une chemise de refroidissement à fente qui permettait le libre passage de l'air autour du canon, le refroidissant ainsi. Un dispositif situé à l'arrière du récepteur du LMG 08-15 indiquait au pilote la quantité de munitions restantes. Une amélioration significative fut le mécanisme Klingstrom qui permettait aux pilotes d'armer et de charger la mitrailleuse depuis le cockpit d'une seule main. Le mécanisme de synchronisation qui permettait à la mitrailleuse de tirer entre les pales sans endommager l'hélice était constitué d'un engrenage de commutation entraîné par le moteur de l'avion. La première évolution du Monster, le bestial MG34, prédécesseur direct du MG42, la MG08 fut le cauchemar de l'entente pendant la Grande Guerre, mais elle ne suffisit pas à donner la victoire à l'Empire allemand. Dans l'entre-deux-guerres, les Allemands ont remplacé la MG08 par la MG13, qui présentait une particularité inhabituelle, sa détente à double croissant, qui permettait de sélectionner le mode de tir sans avoir besoin d'un sélecteur de mode. En appuyant sur le segment supérieur de la gâchette, le tir se fait en mode semi-automatique, tandis qu'en appuyant sur le segment inférieur, le tir se fait en mode entièrement automatique. Bien qu'il soit entré en service en 1930, peu avant la Seconde Guerre mondiale, il a été remplacé par une itération beaucoup plus efficace, le MG34. Cependant, son histoire cache plusieurs questions très intéressantes. Tout d'abord, après avoir perdu la guerre, l'Allemagne s'est vue interdire de développer ou de fabriquer des armes en vertu du traité de Versailles. Elle a donc dû trouver un moyen d'améliorer ses mitrailleuses. À cette fin, le gouvernement allemand a investi d'énormes sommes d'argent en tant qu'actionnaire dans des entreprises suisses telles que Rheinmetall Borsig, qui ont pu travailler sans problème sur des armes innovantes
pour ce qui allait devenir le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Malgré des difficultés bureaucratiques, la conception de l'arme fut approuvée en 1934 et la production commença l'année suivante, ayant satisfait aux exigences imposées et devenant effectivement la première mitrailleuse à usage général. La MG-34 était une mitrailleuse à verrou rotatif fonctionnant au gaz. Lorsque la détente est tirée, le verrou avance et tourne à travers des rainures lorsqu'il touche le canon de l'arme, guidé par des rouleaux, à quel point il se ferme et tire. Lorsque la balle sort, les gaz de tir poussent légèrement le canon vers l'arrière, libérant ainsi le verrou, auquel cas la douille usagée est retirée et le processus est répété. Le canon refroidi par air a été conçu pour être rapidement remplacé par une rotation de l'arrière de l'arme de 90 degrés. Cela permettait un retrait et un remplacement rapide lors d'une opération simple qui pouvait être facilement réalisée en quelques secondes seulement, même à l'intérieur d'un véhicule. Le canon chaud pourrait être retiré à l'aide d'une cartouche, d'un outil ou d'un gant en amiante. Un autre avantage supplémentaire de ce système était le fait que l'arme pouvait être séparée en deux pour le transport, ce qui en faisait une mitrailleuse extrêmement compacte pour sa catégorie, idéale pour une utilisation par les troupes parachutistes. La gâchette permettait le tir automatique et semi-automatique grâce à l'utilisation d'une double gâchette et dans ses premières versions, elle disposait d'un réducteur de cadence qui permettait d'ajuster la cadence de tir entre 400 et 1000 coups par minute, bien que cette fonctionnalité ait été rapidement abandonnée, laissant une cadence de tir fixe entre 800 et 900 coups par minute. Il y avait également une sécurité sur le dessus de la poignée du pistolet, qui ne pouvait être activée qu'avec le verrou à l'arrière de l'arme. Une autre caractéristique inhabituelle était la possibilité de retirer la crosse de l'arme sans la démonter, réduisant ainsi sa longueur dans les espaces où une crosse n'était pas nécessaire, comme les intérieurs de véhicules ou les fortifications. L'arme était alimentée par des bandes de 50 obus de calibre 7,82 par 57 mm qui pouvaient être jointes entre elles pour les étendre selon les besoins jusqu'à 300 obus. Les bandes entraient par le côté gauche de la boîte, bien que le système d'alimentation puisse être configuré pour alimenter par le côté droit si nécessaire. Initialement, l'arme disposait également d'un accessoire qui remplaçait la partie supérieure pour pouvoir fixer un chargeur à double tambour déjà utilisé dans l'armée allemande, mais qui fut rapidement abandonné en raison de son utilisation, de son entretien et de sa production compliquée. En tant que mitrailleuse légère, la MG-34 était configurée pour être utilisée à l'aide d'un bipied qui pouvait être fixé au début ou à la fin du canon et portait un conteneur sur le côté gauche qui abritait la ceinture de 50 cartouches. Dans cette configuration, des caisses de transport de munitions de 300 cartouches étaient également utilisées lorsque la situation nécessitait l'utilisation d'un tir soutenu, par exemple dans une position défensive improvisée après un assaut ou pour fournir une couverture prolongée aux troupes. Tout comme la configuration légère remplissait parfaitement son rôle, sa configuration lourde n'en était pas moins efficace. Pour une utilisation défensive, la mitrailleuse était fixée à un trépied appelé lafette, sur un support qui reculait légèrement à chaque tir, amortissant ainsi efficacement le recul de l'arme. La gâchette était reliée par un levier à une gâchette inférieure. Bien que fixé au trépied, le canon pouvait être changé régulièrement car son support pouvait être incliné pour éviter que l'arme ne surchauffe après un tir soutenu. Le trépied pouvait également accueillir un viseur optique qui intégrait une batterie pour éclairer le réticule pendant l'utilisation nocturne. Grâce à ces viseurs, la mitrailleuse atteignait une portée maximale de plus de 2500 mètres, une distance plus que considérable pour toute position défensive. Son utilisation anti-aérienne était peut-être l'un des points faibles de cette version. Sa cadence de tir, comprise entre 800 et 900 coups par minute, était relativement faible pour d'autres armes de sa catégorie, qui ne descendaient pas en dessous de 1200 coups. Sa cartouche relativement peu puissante n'offrait une protection que contre les cibles légères ou volant à basse altitude. Des motos BMW avec sidecar au lourd char Panzer VI Tigre. Pratiquement tous les véhicules de la Wehrmacht disposaient d'une ou plusieurs options de montage de mitrailleuses. La liste est pratiquement infinie, mais ils comprenaient tous un support pour fixer un MG-34, semblable aux trépieds anti-aériens. Plus tard, ces mêmes accouplements seront utilisés pour la MG-42.
Pour ces utilisations, les armes étaient alimentées avec presque toutes les options disponibles en fonction des besoins, les bandes de 50 à 150 cartouches étant courantes. La version la plus remarquable pour ce rôle est le modèle Panzerlauf, conçu pour une utilisation presque exclusive à l'intérieur des chars de guerre. Cette version était dotée d'une enveloppe renforcée pour résister aux impacts et était montée sur un support coaxial au canon principal ou en position de copilote. L'arme ne nécessitait pas de crosse pour être utilisée, mais elle était stockée à l'intérieur de l'habitacle à côté du bipied afin de pouvoir être utilisée à l'extérieur au cas où le véhicule devrait être abandonné. Le rôle de la MG-34 en tant que mitrailleuse de véhicule est ce qui l'a maintenue en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'arme, bien qu'efficace, était très coûteuse à produire, nécessitant un métal de haute qualité et un temps d'usinage long. Son remplaçant, le MG-42, était supérieur à pratiquement tous les égards, sauf pour son utilisation dans les véhicules où son système de changement de canon nécessitait un espace latéral supplémentaire, parfois impossible à obtenir, et sa forme nécessitait une refonte complète des sabords des canons des véhicules. Ainsi, malgré le fait que la MG-42 était moins chère et plus rapide à fabriquer, la production de la MG-34 n'a pas cessé jusqu'à la fin de la guerre, même si ces dernières années, elle était principalement destinée à être utilisée dans des véhicules. L'arme ultime des Alliés, l'origine de la mitrailleuse Browning M2. Cependant, les Allemands n'étaient pas les seuls à disposer d'excellentes mitrailleuses pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés, notamment les Britanniques et les Américains, disposaient également de leurs propres créations, qui leur ont permis de triompher lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. John Moses Browning était un concepteur d'armes à feu américain qui a conçu une grande variété d'armes à feu, de cartouches et de mécanismes d'armes à feu qui ont été adoptés par l'armée américaine, établissant une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui. Cependant, cet homme s'est distingué par ses mitrailleuses, qui sont devenues les plus efficaces de leur époque et ont scellé un héritage légendaire. En 1901, Browning acquiert un brevet pour développer une mitrailleuse similaire à la mitrailleuse Lewis, mais ses premiers prototypes sont rejetés par l'armée américaine. Pendant des années, il a continué à développer le modèle, profitant des développements survenus pendant la Première Guerre mondiale, tels que le rechargement par recul et le refroidissement par eau, mais avec l'objectif de fabriquer une mitrailleuse plus légère que celle qui existait jusqu'alors. Pour Browning, la mobilité et la flexibilité au combat étaient essentielles. À la fin de la Grande Guerre, Browning a présenté la M1917, une mitrailleuse de 42 kg avec des chargeurs en tissu de 250 cartouches et une cadence de tir capable de tirer 450 cartouches par minute. L'armée américaine a accepté une démonstration test et Browning a tiré 2 rafales continues de 20 000 coups avec une précision incroyable, démontrant la résilience et la capacité de sa mitrailleuse. Le département de l'artillerie de l'armée fut impressionné, mais n'était pas convaincu qu'une mitrailleuse produite en série atteindrait le même niveau de fiabilité que la Lewis ou la Vickers. Pour les convaincre, Browning a produit une deuxième mitrailleuse, avec laquelle il a tiré plus de 21 000 coups en 48 minutes lors d'une troisième démonstration. Finalement convaincu, l'armée américaine l'adopta comme principale mitrailleuse lourde, chambrant la cartouche 3056 Springfield avec une balle à base plate de 150 grains. Le M1917 a connu une utilisation brève et très limitée à la fin du conflit, mais sa mitrailleuse, bien que brutalement efficace contre l'infanterie, avait le même problème que les autres. Elle était incapable de pénétrer les couches de blindage des chars de combat. Lorsque les Allemands introduisirent l'avion Junkers JE, doté d'une cellule résistante aux petits et moyens calibres, les mitrailleuses montées sur les avions de l'Entente se révélèrent inefficaces. La Première Guerre mondiale est terminée, mais Browning continue de travailler sur ses armes, dans le but de les adapter pour charger un calibre de munitions capable de pénétrer les blindages légers, pensant à la guerre du futur. En collaboration avec Winchester, Browning a commencé à repenser sa mitrailleuse, tandis que Winchester travaillait à la création d'une balle pour les fusils anti-chars de calibre 5.50. La première mitrailleuse de calibre .50 a été testée le 15 octobre 1918. Elle tirait à moins de 1500 mètres de 500 coups par minute
et avait une vitesse initiale de seulement 700 mètres par seconde, ce qui signifie que ses performances globales étaient inférieures à celles des mitrailleuses utilisées pendant la guerre. Bien qu'il s'agisse d'une légère amélioration, l'arme était lourde, difficile à contrôler, tirait trop lentement pour son rôle antipersonnel et n'était pas assez puissante contre les blindés. Au cours du développement du calibre .50, certains fusils anti-chars SR Mauser 1918 T Gewehr de 13,2 par 92 mm et leurs munitions ont été capturées. Les obus allemands de 13,2 mm avaient une vitesse initiale de 820 mètres par seconde, un poids de balle de 52 grammes et pouvaient pénétrer un blindage de 25 mm d'épaisseur à une distance de 230 mètres. Le général de l'armée américaine John Blackjack Pershing a demandé que toutes les cartouches soient envoyées à Winchester pour des recherches de conception. Le légendaire armurier a amélioré la balle de calibre .50 pour obtenir des performances similaires, dépassant même la vitesse de tir initiale qui atteignait 840 mètres par seconde. Les efforts de Browning ont abouti à la mitrailleuse Browning M 1921 de calibre 50 refroidie par eau, qui pouvait être utilisée par l'infanterie dans les chars et avait également une version adaptée aux avions. Ces mitrailleuses ont été utilisées à titre expérimental de 1921 à 1937. Elles avaient des canons légers et les munitions étaient alimentées uniquement par le côté gauche. Les essais de service ont soulevé des doutes quant à son aptitude à être utilisée à des fins aéronautiques ou antiaériennes. La possibilité d'utiliser un M1921 à canon lourd pour les véhicules terrestres a été envisagée. John M. Browning est décédé en 1926, mais entre 1927 et 1932, l'armée a confié le projet au Dr. S. H. Green, qui a étudié les problèmes de conception du M 1921 et a essayé de l'adapter aux besoins des forces armées. Le résultat fut une conception de boîtier unique qui permit de modifier la mitrailleuse en 7 types différents en changeant les canons et les manchons. Le nouveau récepteur permettait une alimentation du côté droit ou gauche, poursuivant ainsi la conception légère et polyvalente imaginée par Browning. En 1933, Colt a fabriqué plusieurs prototypes de mitrailleuses Browning, dont ce qui allait devenir les M1920 et un A1 et M1920 et un E2. Avec le soutien de la marine, Colt a commencé à fabriquer le M2 en 1933. En Europe, la société belge FN Herstal a commencé à fabriquer la mitrailleuse M2 dans les années 1930. Une variante sans chemise d'eau, mais avec un canon à parois plus épaisses et refroidi par air, a été appelée M2HB, qui signifie Heavy Barrel. L'augmentation de la masse et de la surface du canon lourd compensait en partie la perte de refroidissement par eau, tout en réduisant le volume et le poids. Le M2 de base pesait 55 kg avec une chemise d'eau, mais le M2HB pesait 38 kg. En raison de la longue procédure de changement de canon, un système amélioré appelé QCB, qui signifie Quick Barrel Change, a été développé. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le Browning M2 était déjà synonyme de polyvalence. Sa conception modulaire en a fait la mitrailleuse vedette de l'armée américaine et la version légère AN/M2 du Browning M2 a été rapidement développée avec le préfixe Army-Navy et un canon léger de 27 kg, 60 livres, qui est devenue la mitrailleuse d'aviation standard de calibre 50 de la Seconde Guerre mondiale pour les avions militaires américains de presque tous les types, remplaçant la conception de mitrailleuses de calibre 0,30 refroidie par air de Browning dans presque toutes les installations aéronautiques américaines. À ce jour, le Browning reste un symbole de l'ingénierie militaire occidentale efficace et son héritage perdure dans les mitrailleuses que la plupart des armées utilisent aujourd'hui, encore plus largement déployées que les versions plus récentes du MG42 allemand.